Premier jour de la semaine et première convocation du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est une émission pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez également suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau et comme d'habitude les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Contribuer à la redynamisation de la démocratie et le renforcement du système de contre-pouvoir, c'est l'ambition que nourrit le mouvement Rupture Positive 3R, regroupement de partis politiques, d'associations citoyennes et de personnes. Il fonde son action sur 3 socles. La réconciliation, la refondation et le renouveau. Que renferment ces concepts? Docteur Aristide Ouedraogo est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci. Alors je l'ai dit, vous êtes notre convoqué, vous êtes président du Fonds patriotique pour le renouveau FPR, 3e vice-président du mouvement Rupture Positive 3R. Avec vous, nous allons parler de vos ambitions, mais avant, nous allons ouvrir l'émission, les avant-propos. Et pour cette partie, je donne la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Vous connaissez le rituel, c'est lundi. Mais je me fonde sur l'espoir partant de ce que nous vivons ces derniers temps et ce que nous avons vécu ce week-end par rapport au bilan qui a été dégagé et ce que cela a pu avoir comme choc psychologique lié à la gestion, au manque de prévention qui a eu lieu et tout ce qu'on a eu comme erreur pour arriver effectivement à ce drame humain dont on trouve difficilement des mots effectivement pour qualifier. J'ai dit espoir parce que je pense que le chef de l'État pourra ou saura trouver des hommes dans son entourage pour lui dire la vérité, pas la vérité que ceux qui conseillent le prince veulent que le prince entende, mais la vérité, la vraie, pour que le prince puisse décider en toute conscience et en toute connaissance de cause. On entend s'il est humain, il est bien, il n'est pas méchant, mais en même temps, c'est aussi ça sa faiblesse, parce que ça permet à des gens d'avoir leur propre agenda, de faire leur propre business, comptant sur votre humanité pour les protéger et pour ne rien savoir de ce qui se déroule, parce que monsieur fait confiance à des gens de façon aveugle. Je dis, je fonde l'espoir qu'il aura les informations vraies. Je dis bien pour agir en conséquence, pour que ne soit pas trop tard. Parce que nous sommes en train d'être partis pour que Blaise comme Rox, c'est à peu près le même schéma. Ils se sont entourés d'hommes à un moment donné, dont ils sont devenus otages et victimes. On fait le choix des hommes avec nous. On assume leurs faits et gestes avec nous. Mais quand l'histoire retiendra, l'histoire ne saura pas que c'est un faux conseiller qui ne vous a pas dit la vérité. L'histoire ne saura pas que c'est un faux collaborateur qui ne vous dit pas la vérité. L'histoire retiendra la conséquence des gestes et d'actes que vous n'avez pas pu poser. Et c'est ça que l'histoire va retenir, parce que c'est vous, votre action, vos actes que l'histoire retiendra, puisque c'est vous le premier responsable, c'est vous le premier citoyen, c'est vous que le Burkinabé a voté. Il n'a pas voté pour le choix des hommes, il a voté vous. Et donc, quand hier, la note qui est sortie faisant état du manque du minimum pour un soldat, le minimum vital sur l'échelle, l'hiérarchie des besoins vitaux de l'homme, c'est la nourriture. Même si certains pensent que c'est le sexe, dans le même gouvernement, je ne suis pas étonné qu'on en soit là. Nous sommes dans une telle situation. Et quand j'ai vu la note, mais vous ne savez plus quoi dire, vous avez la gorge nouée, vous frémissez, vous sentez, vous ne comprenez pas. Et donc, il y a eu 3 cas ou 3 faits majeurs. Je suis un avant-propos, c'est un lundi, je ne pourrais pas m'étaler, qui montrent qu'à l'intérieur de cette même machine, il y en a qui ont un autre agenda. Mais je ne sais pas si le chef de l'État a conscience de cela. Et donc j'ai dit, je fonde l'espoir qu'à partir de ce qui s'est passé ce week-end, dans un sursaut patriotique, peut-être de dernière énergie, il saura prendre les décisions qu'il faut et savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Victime de son entourage ou prise en otage par ceux qu'il a choisi pour accompagner, l'histoire retiendra que ça fait partie de ses choix, résultats
positif ou négatif, ça va être comptabilisé comme le choix du premier citoyen burkinabé. C'est pourquoi j'ai dit je fonde bien l'espoir pour sauver l'essentiel. Merci, juge Bourma. Juge Va. Oui, merci, Président. On ne peut pas avoir d'autres avant-propos que ce qui s'est passé le week-end. Inata, on a vu le ministre hier faire le bilan de 20 morts. Bon, on attend comment ça va évoluer. Moi, mes pensées vont à l'endroit des familles de ces personnes-là. 19 militaires, nous dit-on, et un civil. J'ai dit, jusqu'à présent, c'est encore provisoire. Et je ne vais pas revenir sur ce que Bernard disait tout à l'heure. J'ai dit, qu'on connaît les besoins de Maslow. Il y a vous savez, pour attaquer ou bien pour se défendre, il y a un minimum. Et je dis, tout ce qu'on a vu, toutes les informations qui ont circulé, en tout cas, ne sont pas de nature à rasséréner, à encourager ou à quoi que ce soit. Mes pensées vont en tout cas à l'endroit de ces familles-là. Et puis, de façon générale, à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Parce que là, on se rend compte que les situations ne sont vraiment pas simples. Et défendre la patrie dans des conditions, dans certaines conditions, c'est vraiment pas simple. Encore une fois, que l'âme repose en paix. Et puis bon, on attend toujours de voir. Mais c'est assez démotivant ce qu'on a vu ce week-end. Merci, monsieur le juge, pour ce propos introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous du lundi au vendredi, je l'ai dit, pour juger les faits majeurs de l'actualité. À la barre ce matin pour cette première convocation, Dr Aristide Ouedraogo, président du Front patriotique pour le renouveau FPR. Il est également troisième vice-président du mouvement Rupture Positive 3R. Nous allons parler des ambitions justement de ce nouveau mouvement-là. Il y aura la question sécuritaire comme les juges l'ont souligné en avant-propos. Mais il faut rappeler justement que le mouvement Rupture Positive est porté par Léon Skoné, René Émile Kaboré, Maître Herman Yamego, Maître Isiaka Zampaligré, Dr Rogatien Poda, Fatou Zida et vous-même Dr Aristide Ouedraogo. Alors je signale que vous êtes également membre de l'ONA, l'opposition non affiliée. Finalement, est-ce que vous ne dispersez pas vos forces? Bon, je pense que dans la mesure où il ne s'agit pas d'aller agir pour d'autres pays, mais de se concentrer exclusivement pour le devenir de mon pays, le Burkina Faso, il n'y a pas lieu plutôt de disperser en fait nos forces. Je pense beaucoup plus que sans pour autant verser en fait dans une autosatisfaction en fait quelconque. Je pense que s'il n'y a pas matière à offrir quoi que ce soit, naturellement les uns et les autres ne viendront pas non plus vers vous pour vous demander de vous associer en fait à des initiatives en fait multiples. Vous avez cité des noms qui sont des noms de belles factures, qui ont été ou qui sont toujours aussi de grandes pointures au niveau de la scène politique en fait du Burkina Faso. Et moi, je fais partie d'une nouvelle génération d'hommes politiques. Il faut s'en dire que s'il n'y avait pas matière, en tout cas, quelque chose de positif à notre sein, ces personnes n'allaient pas non plus vouloir qu'on puisse s'asseoir autour de la même table, en fait, avec elles. Donc, je pense que cela participe beaucoup plus du renforcement, non seulement des compétences, mais aussi, en fait, d'expérience, parce que quand vous vous frottez, en fait, à une multitude, en fait, d'expériences, vous pouvez que recevoir et aussi, en fait, partager le peu que vous avez. Donc, nous ne pensons pas qu'il s'agit de disperser nos forces. Donc pour le Burkina Faso, il n'y a pas un engagement de trop? Non, un engagement de trop dans la mesure où ça va toujours dans la logique de la construction et tout s'explique. Je ne pense pas qu'il y ait un engagement de trop. D'accord. Alors vous prenez un changement décisif dans les orientations et les pratiques au niveau de la gouvernance au Burkina Faso. Cela s'applique aussi à la question sécuritaire. Les juges l'ont rappelé en avant-propos, le Burkina Faso a perdu encore 20 de ses fils, 19 militaires et un civil au niveau des détachements de gendarmerie à Inata. Vous, en tant qu'homme politique et président du parti, vous avez lancé un message, vous avez demandé la démission de Rochma Christian Kaboré, contrairement à l'opposition politique qui a donné un délai d'1 mois. Déjà un mot sur cette déclaration. Ben, avant d'intervenir ou de répondre à votre question, permettez-moi de m'incliner respectueusement sur la mémoire, comme le juge disait tout à l'heure, de tous ceux qui sont tombés, non seulement au regard de l'attaque en fait d'Inata, mais vendredi nous avons également eu une autre attaque malheureusement qui a entraîné la perte de la vie de 7 policiers. Et je pense que successivement ça a été un week-end assez éprouvant et assez douloureux en fait pour notre nation.
Voilà, donc pour revenir sur ce point, effectivement, nous pensons que il y a lieu que le peuple burkinabé puisse regarder la vérité en face. Nous pensons qu'il n'y a plus lieu de faire marche arrière. Nous pensons qu'il y a un véritable problème de leadership au sommet de l'État. Il y a un problème de management qui va clairement au sommet de l'État. Et pour nous, la solution aujourd'hui, c'est la démission en fait du président du Faso. Nous souhaitons que lui-même, de par sa propre personne, qu'il puisse accepter cette démission, sans pour autant qu'on puisse mettre sur la table un processus en fait de contrainte de quelque manière que ce soit. Mais face à son refus, je pense que le peuple burkinabé également tirera en fait les conséquences qui s'imposent. Mais je pense que n'étant pas, le Burkina Faso a connu d'autres régimes avant l'avènement du MPP. Le MPP est arrivé, a fait montre de ce qu'il pouvait en fait montrer. Et naturellement, c'est une erreur de penser que nul n'est indispensable, de penser que ce régime peut rester ad vitam aeternam. Dans tous les cas, il finira par partir. S'il n'arrive pas à apporter un bilan ou un résultat positif à la hauteur de Burkinabé, il va sans dire qu'il y a lieu quand même de manière patriotique de pouvoir remettre le tablier, je dis vraiment de manière patriotique, au Burkinabé. Comme la démocratie le dit si bien, le pouvoir appartient au peuple. Il reviendra au peuple de voir exactement, de choisir les personnes en mesure de conduire ce pays dans la dignité et pour qu'on puisse réussir. Cela est important, pourquoi? Parce que nous pensons que au-delà des questions, c'est vrai que nous sommes face à une question militaire aujourd'hui, mais de par le monde entier, nous avons vu que des civils qui ont dirigé des États, de par leur engagement, ont pu inverser en fait la donne et amener leur pays à remporter des victoires. J'en veux pour preuve, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez le célèbre nom en tout cas du Premier ministre d'Angleterre, anglais, Winston Churchill. Il a fallu l'engagement personnel au moment où tout le peuple anglais pensait que la bataille était perdue. Il a fallu l'engagement personnel d'un civil, d'un Premier ministre charismatique qui a estimé qu'il était impossible de perdre en fait la guerre, qui s'est engagé personnellement et nous connaissons le résultat aujourd'hui au regard en tout cas de l'histoire qui nous a été contée. Nous pensons que le président du Faso, nous allons plus loin. Nous pensons également que le président de l'Assemblée nationale est comptable de tout ce qui arrive. Et nous pensons que ces deux personnalités doivent démissionner. Monsieur le juge, Bouma. Oui, mais vous ne vous en prenez pas qu'aux deux. Vous avez bâti l'argumentaire en justifiant pourquoi les deux doivent partir, mais vous en prenez également au chef de file de l'opposition dont vous qualifiez d'insensé les propos des délais d'1 mois donnés au chef de l'État. Non, je ne dis pas insensé. Ça a un sens certainement selon lui, et quand on regarde ses propos insensé, ce serait peut-être un peu fort. Alors, on ne demande pas une démission quelconque du chef de file de l'opposition, naturellement par voie de conséquence ou par voie de fait. Si le président de l'Assemblée nationale en fait démissionne, je pense que le chef de file de l'opposition est bien au courant en fait de cela, parce que les uns et les autres surfent en fait sur leurs avantages et leurs intérêts personnels. Si le président de l'Assemblée nationale démissionne, le chef de file de l'opposition est chef de file parce qu'il est d'abord député. L'Assemblée nationale n'existant plus dans sa configuration en fait actuelle, il va de soi que naturellement le chef de file de l'opposition ne soit plus également chef de file de l'opposition et que on se reverse en fait dans des situations d'inconnus en attendant que le peuple burkinabé décide de qui fera quoi, qui sera quoi dans un futur proche. Et c'est important, je pense que les uns et les autres tiennent compte. Alors pour revenir au propos du chef de file de l'opposition, nous avons simplement estimé que ce n'est pas suffisamment courageux. Ce n'est pas suffisamment courageux, j'utilisais beaucoup plus le mot irréaliste. Parce que pour moi, au regard de tout ce qui s'est passé, le chef de file de l'opposition est peut-être mieux imprégné que moi en rapport avec la fonction qu'il occupe par rapport à la situation que vit notre pays, que de sortir au cours d'une conférence en fait de presse pour dire que si la situation ne change pas d'ici 1 mois, on va demander la démission en fait du chef de l'État. Si j'aurais peut-être pu comprendre si les délais même étaient un peu plus longs, mais au bout d'1 mois, le chef de file de l'opposition sait qu'au bout d'1 mois, la situation ne va pas changer. Pourquoi alors on se pose la question à savoir pourquoi donner ce délai d'1 mois? Ça servirait à quoi matériellement? Matériellement, ce délai servirait à quoi au bénéfice du peuple burkinabé? Tout simplement pour ne pas avoir le courage de dire au chef de l'État de démissionner. Mais c'est une manière de caresser les choses dans le sens du poil. Et nous pensons que si le chef de file de l'opposition, il est là pour défendre le peuple burkinabé, pour enrichir le système de contre-pouvoir, mais pas pour chercher à plaire au régime en place, ou à chercher à ne pas créer de frustration, mais plutôt de servir la nation, de dire la vérité en temps opportun. La démission du chef de l'État, pour nous, ce n'est pas une surprise. Parce que j'estime qu'un leader doit être visionnaire. Un leader doit voir loin. Il doit avoir une capacité d'anticipation. Je me réjouis aujourd'hui, 15 novembre, d'être sur votre plateau.
Mais si on se rappelle, en novembre 2019, il y a pratiquement 2 ans de cela, le 13 novembre 2019, j'étais sur ce plateau et mon parti politique, le FPR, a été suspendu pratiquement sur la même demande de démission parce que nous n'y croyons pas du tout, déjà 2 ans avant. Pas que nous nous réjouissons de quoi que ce soit, mais nous savons déjà que l'équipe actuelle, parce qu'ils ne s'engagent pas fondamentalement dans la logique de ce que le peuple recherche. On a l'impression que les uns et les autres sont là, bénéficient de leur poste. Tant qu'il y a une accalmie, on va en fait vers les réjouissances, mais tant qu'il y a des situations assez difficiles également, on vient devant le peuple pour essayer de colmater des brèches pour donner des explications. Le peuple n'a pas besoin de cela. Soit on a un mandat au profit du peuple, soit on a un mandat au profit de ses propres intérêts. Malheureusement, après 2 ans, après la suspension en fait, du FPR, la situation ne s'est pas arrangée. On est allé vers les élections présidentielles de 2020. J'étais encore sur ce même plateau par rapport à l'organisation de ces élections de 2020. J'ai dit, voyez-vous, le problème des Africains, c'est que par rapport aux situations, ou des Noirs, par rapport aux situations d'injustice, tant qu'on n'est pas personnellement touché, on ne se sent pas en mesure de s'engager pour dire on fait une injustice à Y, à X ou à Y, cette injustice également me concerne. Quand je vois en fait aux États-Unis l'affaire George Floyd, qui a amené des personnes qui n'étaient même pas impliquées, qui ne connaissaient même pas George Floyd, mais au regard de l'injustice qui a été posée sur le terrain, se sont engagés pour aller vers la résolution du problème, pour dire il ne faut plus jamais ça. Mais au Burkina, on a dit qu'il fallait organiser des élections avec une partition du territoire. En allant expressement, j'ai été avec un certain nombre de camarades auditionnés à l'Assemblée nationale au niveau de la KGDH. Nous avons clairement affronté les députés, nous avons dit ça peut créer un précédent. Vous serez comptable parce que c'est vous êtes en train de vouloir modifier le code électoral exclusivement pour vos intérêts propres, pour les intérêts d'un parti majoritaire qui veut rester en fait au pouvoir. Ils ont modifié les écrits juste à leur avantage pour pouvoir exclusivement et uniquement faire les élections parce que le législateur ne l'avait pas prévu initialement, parce qu'au niveau légal, ça posait en fait un problème et parce que certains avaient déjà levé le lièvre. Et comme ils avaient la majorité, ils ont la majorité au niveau de l'Assemblée, ils ont modifié les textes à leur avantage en mettant d'autres Burkinabés de côté pourvu qu'eux, ils gagnent en fait leurs élections. Ils ont eu les élections. Quelles sont les conséquences aujourd'hui que nous vivons? Malheureusement, ça ne fait que continuer. Et si nous arrivons à la demande de démission du président de Faso, mais ce n'est pas une question de personne ou de tentative de règlement de compte de quoi que ce soit. Non, je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré est quelqu'un que, personnellement, j'ai eu l'opportunité de l'approcher, de lui serrer la main. Et quel que soit Alpha, moi, je ne le souhaite absolument rien de négatif. Je ne suis pas dans cet état d'esprit du tout. Je lui souhaite, bien au contraire, que le peuple burkinabé puisse se respecter, même au-delà, en fait, de son mandat. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de question de personne, il s'agit de l'intérêt des Burkinabés. Parce que si on s'était, la question, les braises sur lesquelles nous sommes assis aujourd'hui, va finir par détruire tout le monde et va finir par détruire notre territoire. Et nous disons, on ne comptera le Burkina si on fait attention, on ne fait pas attention, on ne comptera le Burkina que sur peut-être des livres d'histoire. Parce que les uns et les autres se disent peut-être, comme ils vivent, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver, un territoire est acquis. Il n'y a rien d'acquis dans le monde. Il y a eu des nations qui ont disparu. Et si nous arrivons au chef de l'État, quand il est arrivé lui-même, il y a eu la valse des ministres en charge de la défense et de la sécurité. On a eu combien de ministres de défense? Lui-même a d'abord été ministre de la Défense. Ensuite, nous avons eu Jean-Claude Bouda. Ça n'allait pas. Et il s'est déchargé, il a remis à Jean-Claude Bouda. De Jean-Claude Bouda, on est parti en fait à Chérif Moumounassi. De Chérif Moumounassi, on est revenu en fait aujourd'hui au chef de l'État lui-même. Du chef de l'État lui-même, on revient en fait au général Barthélemy. Mais vous voyez, jusqu'à quand on va aller en fait dans ce casting? Parce que nous estimons aujourd'hui que celui qui donne les grandes directives a échoué clairement et il n'est plus à mesure de conduire en fait l'État pour le bien-être de l'ensemble du peuple burkinabé. Il faut que le président de Faso démissionne. Alors le chef de file de l'opposition est clairement dans sa posture. L'opposition dit qu'elle est une opposition républicaine responsable et c'est dans ce contexte qu'elle met de la mesure dans sa posture. On a reçu Achille Tapsoba ici qui dit que ce n'est pas, comme on appelle ça, une affaire de Vatangay, de quitte là que je m'y mette, de haute loi que je m'y mette, mais c'est de mettre de la responsabilité dans les décisions. Parce que moi, ma question concerne le chef de file de l'opposition. Je m'excuse, parce que c'est pas une question de haute toi et quelqu'un vient s'asseoir. Parce que même quand on donne ces arguments, moi je dis en toute chose, il faut aller dans la logique de la vérité. Parce que c'est comme si
quand on explique des choses à celui qui est en face, c'est comme si on se moque par moment en fait de son intelligence. On a une histoire récente de Burkina Faso. Lorsqu'on a déclenché le processus de l'insurrection populaire en 2014, le chef de file de l'opposition en ton temps était le ministre actuel de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Mais quand on est allé à l'insurrection populaire, est-ce que c'est parce que le président Blaise Compaoré a démissionné automatiquement que le peuple burkinabé, où c'était écrit quelque part que le chef de file de l'opposition devait remplacer le président automatiquement? Donc il n'y a pas une logique de « toi tu dégages, moi je viens m'asseoir ». Ce n'est absolument pas cela. On sait clairement que le chef de file de l'opposition, en ayant le courage de s'affirmer, en demandant la démission du président de Faso, ne veut pas automatiquement dire qu'il remplace le président de Faso. Ce n'est écrit nulle part ailleurs. C'est une question de pouvoir s'affirmer au profit du peuple burkinabé lorsque la situation ne va pas. C'est purement et simplement cela. Et même en demandant la démission du chef de l'État, bien au-delà de se positionner du côté du peuple burkinabé, cela ne dit pas automatiquement aussi que le chef de l'État va accepter de démissionner. Voilà pourquoi j'en appelle à son patriotisme. Parce que si à un certain moment, le chef lui-même sait qu'il ne peut pas, pour le fait qu'il est président au profit du peuple burkinabé et non à son profit personnel, il doit accepter que d'autres burkinabés conduisent la nation et que lui-même il puisse en profiter. Telle est notre logique aujourd'hui. On ne se bat pas contre quelqu'un. Ce n'est pas une question de quelqu'un dégage, l'autre vient s'asseoir. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Et lorsqu'on est chef de file de l'opposition, on doit savoir également pourquoi on l'est. Nous avons côtoyé le président Idi Komboïgo. On ne parle pas de question de personne. C'est un aîné que je connais personnellement, que j'ai côtoyé dans la vie civile, pour lequel j'ai du respect et de la considération, mais s'il y a un certain nombre de décisions qui ne correspondent pas, qui ne corroborent pas avec les réalités, et qu'on se taise également, on devient complice de cette situation. Moi, je ne peux pas m'engager dans cela. D'accord. Je vais. C'est vrai que notre invité revient sur Idi Komboïgo, mais je pense que l'appel, c'est l'appel du CEFOP. Ce n'est pas l'appel d'Idi Komboïgo, il incarne un porte-parole là. Je pense que moi, j'étais au point de presse, tous les partis politiques du CEFOP était bien représenté et applaudissait d'ailleurs à l'appel qu'il était en train de lancer, la dynamique. Moi, je reviens à ce que vous proposez. Bon, le président démissionne, le président de l'Assemblée nationale démissionne, comme vous le dites vous-même, c'est-à-dire que les CEFOP n'existent plus. À un moment donné, vous parlez d'une situation qui peut être confuse. Après, on fait quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Merci de me poser cette question, juge Va. D'abord, permettez-moi de rebondir et rectifier un certain nombre. Suivant la loi portant statut de l'opposition, permettez-moi de rectifier cela. Je l'ai souvent rectifié, je le rectifie à nouveau. Vous dites qu'il ne s'agit pas de la personne d'Idi Komboïgo. Naturellement, il ne s'agit pas de sa personne civile à l'état civil. Mais il s'agit de sa personne. Parce que lorsqu'on parle du chef de file de l'opposition, il ne s'agit pas d'un groupe. Et je pense que M. Bougouma peut confirmer cela. Il ne s'agit pas d'un groupe. Il s'agit d'une personne nommément désignée, intitulée, personnée par la loi. Mais qui a fonction de porte-parole là. C'est de ça qu'il s'agit. Qui a fonction de porte-parole. Mais voilà, lorsqu'on parle du chef du CEFOP, on ne parle d'une personne qui a mis en place son cadre, qui est le cadre de concertation du chef de file de l'opposition. Ça, c'est laissé à son appréciation personnelle. C'est un cadre informel. Il n'aurait pu même pas mettre en fait ce cadre en place. Il n'en demeure pas moins, mais il n'en demeure pas moins que ce qui a été lancé le 9 novembre dernier, ce n'est pas un appel de Idi Komboïgo, c'est les partis membres du CEFOP. C'est ce que j'ai précisé. Vous dites naturellement le porte-parole. C'est ce que j'ai précisé. Vous dites le porte-parole. Ce que j'ai précisé. Mais voilà. Donc ça a été lancé au sein de l'institution. L'institution porte le chapeau. Si la présidence du Faso se réunit au cours, naturellement, avec un certain nombre de personnalités au niveau de Burkina, prend une décision et s'adresse à la nation. Vous voulez qu'on dise que la décision vient de qui? Ça s'est passé au sein de la présidence du Faso. Vous voulez qu'on dise que c'est une décision du Moro Naba qui était là-bas, ou peut-être, je ne sais pas, du président du Conseil constitutionnel. Mais si le président du Faso s'est adressé, en fait, là, je ne peux que dire que c'est le président du Faso. Parce qu'on est dans un pays organisé. Et sur ce pays organisé, ceux qui ont fait le point de presse le 9 novembre dernier, lisez la loi portant statut de l'opposition. Lorsqu'on parle je la connais cette loi. CEFOP, c'est une personne nommément désignée par la loi lui-même. S'il ne s'agit pas d'un groupe. Quelle fonction de porte-parole là? Et je le répète encore, et je dis que ce qui a été lancé le 9 novembre dernier, le fait d'être porte-parole, justement, ne le désengage pas par rapport à quoi que ce soit, parce qu'il s'affiche personnellement. C'est bien de vouloir défendre, mais à ce que la loi dit. Alors, maintenant, vous me reposez en fait une question à laquelle, il y a 2 ans, lorsque j'avais demandé la même démission du chef du Faso, je me rappelle, vous m'avez posé la même question. Qu'est-ce qu'on fait? Si le chef de l'État... Ce qu'on fait est assez simple. Moi, je m'en vais simplement dans un cadre légal de ce que la démocratie a dit, le pouvoir appartient au peuple.
Le pouvoir appartient à personne. Parce que c'est dans qu'est-ce qu'on fait que le régime actuel surfe également en donnant un somnifère en fait au peuple burkinabé. Parce que presque, quand vous regardez même dans l'histoire du monde entier, je ne dis pas que le régime actuel est un régime dictatorial. Non, pas du tout. Mais la plupart des régimes dictatoriaux, on surfe sur la psychose de la population. On essaie de faire peur en fait aux gens pour les dire ne prenez pas telle décision parce que vous allez faire un saut dans l'inconnu. Si par rapport à votre vie personnelle, vous n'êtes pas en mesure à un certain moment, parce que vous ne pourrez jamais savoir à 100% à la virgule près ce qui va venir demain. Ce n'est pas possible. Il faut prendre à un certain moment des décisions courageuses pour pouvoir affronter l'avenir. Personne ne maîtrise en fait l'avenir, mais il faut des décisions. Il faut s'assumer. Donc nous on dit aussi simplement, le Burkina Faso est un pays organisé, il y a des institutions en place. Le chef de l'État ayant démissionné, ce qui ne veut pas dire la démission de l'ensemble des institutions de Burkina Faso. Automatiquement, on remet le pouvoir en fait au peuple. Et il reviendra au peuple de pouvoir, quand on dit le peuple, les forces vives de la nation, de pouvoir dans un processus concerté, parce que cette guerre n'est pas une guerre individuelle, c'est une guerre de la nation. Dans un processus concerté, et avec toute l'intelligence nécessaire, de voir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en fait en place pour pouvoir continuer. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas lieu d'aller dans des méthodes imposées. Lesquelles forces vives? Les partis politiques qui sont en train de se faire les bagarres de chiffonniers sur la question de sécurité. Politique, s'il vous plaît. Mais c'est y compris, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Pourquoi vous ramenez cela à des partis politiques? Moi, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on parle de la vérité. Quand on parle de forces vives, c'est pas une question de partis politiques. Pas que. J'ai dit avec les partis politiques qu'on a, avec les bagarres de chiffonniers. Le président de la transition qu'on a eu avant, c'était Michel Kafando. Mais ce sont les partis politiques qui étaient le fer de lance quand on est allé à l'insurrection populaire. Mais quel président de parti politique est devenu président de la transition? Aucun. Michel Kafando qui est arrivé, il était président de quel parti politique? Aucun. Aucun. Donc ne ramenez pas le débat des questions de partis politiques. Ici, la question est tellement importante aujourd'hui et qu'il faut retenir qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et s'il y a des difficultés aujourd'hui, il faut que l'ensemble de Burkinabé, au-delà de tout clivage, arrive à se donner la main dans toute l'intelligence nécessaire pour voir comment on sort de ce problème dans un bref délai, je le précise. Alors, ce délai est extrêmement important. Alors moi, ma question, vous invoquez la démission du chef de l'État, vous demandez également au président de l'Assemblée nationale également de co-démissionner, et en même temps, vous invoquez le peuple pour organiser. Quand vous prenez l'insurrection populaire, il y a eu des gens qui ont conduit l'insurrection populaire, qui était une sorte de soubassement sur lesquels les uns et les autres se sont basés pour mettre en place les organes de la transition. Vous avez des jeunes leaders, vous avez des leaders de partis politiques et d'organisations de la société civile qui se sont mis ensemble pour la désignation des membres du CNT, pour la désignation du président de la République, chef de l'État. Il y a eu ce truc-là, voilà. Donc, mais quand vous dites de remettre ça au peuple, qui va être le porte-parole de ce peuple-là pour commencer cette affaire? Parce que concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Non, de grâce, moi je dis aussi simplement, c'est vrai que le problème toujours des êtres humains, et la plupart du temps, on s'accroche en fait aux coutumes, à ce à quoi on est habitué. Et même au-delà de notre pays, on a parlé un peu en fait de rupture positive aujourd'hui. Moi, j'estime qu'un des signaux forts dont il faut donner à la jeunesse de Burkina Faso, l'ensemble du peuple burkinabé, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a l'esprit d'initiative et l'esprit de créativité. C'est extrêmement important. On veut toujours faire ce à quoi on est habitué. Mais toutes les situations ne se ressemblent pas. Il y a des moments où, naturellement, les institutions étant en place, on peut toujours arriver, au profit de l'intérêt du peuple en fait burkinabé, décider de quelque chose d'assez inédit. De même, du reste, en 2014, lorsque le président Blaise Compaoré avait démissionné, le processus qui a été mis en place était inédit. Dans notre histoire, on l'avait vu où? Nulle part. Parce que s'il faut dire également qu'il y avait eu pratiquement le même soulèvement populaire en 66, le 3 janvier 66, conduisant au départ du président Maurice Yamiogo. Mais lorsque le président Maurice Yamiogo est parti, ce n'est pas également le même processus qui a été mis en place qu'en 2014. Non, mais vous oubliez que quand Maurice partait, Maurice a mis en place quand même un minimum pour conduire ce processus-là. Et c'est pourquoi j'en appelle à la démission patriotique. C'est pour dire que, parce que je reviens aussi pratiquement à la démission du général de Gaulle en fait en France. Avant de partir, il a donné un certain nombre de directives. Docteur, jusqu'à présent, vous n'avez pas dit concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Vous prenez l'exemple de 2014 qui est différent de 1966, mais nous sommes en 2021. Non, parce que... quand vous dites démission patriotique, alors sur le chef, la procédure de démission du chef de l'État sont prévues par la loi fondamentale. Comment est-ce qu'il remplace et tout, ça c'est prévu. Et quand Blaise a bougé en 2014, on a fait fi de cette affaire-là.
parce que pour les uns et les autres, c'était une insurrection populaire. Donc, on a fait fi de cela. Alors, aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un autre contexte. Quand vous appelez démission patriotique, qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Non, ce qui veut dire de façon concrète, effectivement, que nous ne souhaitons pas que cette démission soit suivie d'une pression quelconque. Dans le respect que je dois au chef de l'État. Si cette démission vient de lui-même, ayant constaté en fait la situation, voulant effectivement qu'on puisse aller vers un autre processus dans lequel il va s'impliquer dans son conseil. J'appelle cela un processus patriotique parce qu'il ne s'agit pas, comme le type de démission du président Robert Mugabe que nous avons connu en fait, voilà, au Zimbabwe. C'est pas ce que je souhaite. Une démission par contrainte. Ou comme ce qu'on a souhaité, on a vu en fait en Guinée voisin. C'est pas ce que je souhaite pour mon pays. C'est pas ce que je souhaite pour le président Kaboré. Je le dis, un processus, une démission patriotique. Et également, la loi fondamentale, la Constitution prévoit qu'en cas de vacances de pouvoir, il y a le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir pour organiser des élections au bout de 90 jours. Mais soyons sérieux. Quelle élection peut être organisée à l'heure actuelle au bout de 90 jours également? Moi, je viens dans la réalité des faits. Et quand vous me dites que je ne dis pas exactement à la démission du président du Faso, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je ne le dis pas pourquoi. Pas parce que je n'ai pas de proposition. Si on se retrouve... Nous voulons savoir votre proposition. Oui, si on se retrouve... C'était ma question d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que je mets le peuple burkinabé au-dessus de tout. J'estime que c'est le détenteur de pouvoir. Voilà pourquoi je dis d'abord, dans un premier temps, il faut lui remettre son pouvoir. Parce qu'il ne me revient pas à moi, seul. C'est une prétention. Ce serait vraiment très prétentieux de dire aujourd'hui, à la démission du chef de l'État, voilà ce que moi je dis qu'il faut faire. Si on se retrouve dans un cadre organisé, des propositions viendront et elles seront très pratiques en ce moment, docteur, parce qu'elles viendront également avec d'autres personnes. Président, au risque d'offenser, docteur, j'ai envie de vous poser là, est-ce que vous êtes sérieux dans votre démarche? Bien entendu. Parce que vous dites à quelqu'un de partir, vous dites patriotique et tout, et vous dites que ce serait prétentieux de votre part de proposer une solution alternative, alors que vous venez avec une autre façon aussi de demander à quelqu'un de partir, en lui disant, s'il part, mais ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui prend. Non, quand je dis la solution alternative, je dis aussi simplement, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. Dans tous les cas, lorsque le président de Faso démissionne, pour moi, le chemin le plus simple, c'est qu'on ira vers une transition. Ça, au moins, c'est clair. Je l'avais déjà dit en décembre 2020 sur les ondes de Radio Pulsar. Les propositions sont là. Mais je ne veux pas me mettre au-dessus du peuple burkinabé ou de qui que ce soit en voulant prévaloir sur en fait une trajectoire en fait à adopter lorsque le chef de l'État en fait démissionnera. Parce que ça implique plusieurs forces, ça implique également plusieurs propositions. Voilà pourquoi je me réserve en fait à ce niveau. Mais les choses se font étape par étape. Les propos que vous tenez, vous l'avez tenu en 2019. Ce qui montre la cohérence. Ouais, la suite aussi, on la connaît, vous avez été sanctionné. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de subir une fois de plus la rigueur de la loi? Non, mais il appartient à l'autorité d'estimer si je dois être sanctionné au sortir de cette mission. Moi, je ne suis pas l'autorité. Si l'autorité estime qu'en fonction de ce que je viens de dire, c'est tellement incongru, ce n'est pas bien pour cette autorité et que l'autorité mérite, l'autorité pense que le FPR doit être sanctionné et que moi-même, ma propre personne, je dois être sanctionné. Naturellement, je viens de le dire, je ne peux plus ramasser. Je me soumettrai en fait à cette sanction. Okay. Dans le déroulé de ce que vous dites démission du président, démission aussi du président de l'Assemblée nationale, et vous dites parce qu'il a failli à son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. On dit bien Assemblée, donc elle est composée de ce qu'on sait, parti d'opposition, parti de la majorité et tout. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à ces partis-là de purement et simplement quitter l'Assemblée? Parce qu'ils sont aussi comptables. Lesquels partis? Ceux qui composent l'Assemblée nationale. Mais pour moi, c'est une conséquence à tirer. C'est sous-entendu. Mais quand je parle de prétention, comprenez qu'il faut aussi avoir un minimum de sagesse dans le langage. Ces partis-là ont des répondants, ont des présidents de partis. Moi également, je suis président d'un parti politique. Il ne me revient pas de dire à des membres d'un parti politique, dont je dirige également un parti politique, ben, écoutez, les membres de ce parti-là quitter l'Assemblée nationale. Au nom de quoi? Il faut un minimum de respect pour les gens. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'on pense ou des propositions concrètes sur la table. Mais lorsqu'on s'adresse à des citoyens, lorsqu'on s'adresse à d'autres Burkinabés, et surtout peut-être à des aînés, il faut avoir la mesure de pouvoir souvent avoir le tact nécessaire de s'adresser. On dit que la manière de parler, c'est également un art. Le langage est un art. Mais lorsque vous vous adressez d'une certaine manière, des personnes éclairées peuvent interpréter ce qui en découle. C'est ce que je souhaite aussi simplement. En respectant
Le mot peuple revient très souvent. Ça, c'est le propre aussi des politiciens. Ça, c'est une réalité. D'en parler en son nom, ou de le représenter, ou d'en être le porte-voix. Moi, je reviens sur la question de la démission du président. Il est la quelle année de son deuxième mandat? La première. Il est la quelle année de son deuxième mandat. Donc, il n'y a pas longtemps, il a été réélu. Quand on regarde la composition de notre Assemblée nationale, on a vu aussi qu'il y a une écrasante majorité de son parti et tout. C'est le choix du peuple. Si on veut parler d'un point de vue clairement démocratique et interprétation, qu'est-ce qu'on fait de ce choix-là? Parce que vous dites peuple depuis, il y a une expression aussi de ce peuple-là. À un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une expression de peuple, il y a une expression de ce peuple qui a donné un mandat, comme je l'ai dit également, un mandat institut personné à une personne. Mais ce qui n'est pas une prison pour cette personne. Voilà pourquoi nous ne demandons pas à ce peuple-là d'arracher le mandat. Nous demandons à la personne de dire au peuple qui ne peut plus. Voici la nuance, juge Va. C'est très simple. C'est tellement précis. Nous respectons ce même peuple. Et nous respectons celui également qui est détenteur du mandat à lui donné par le peuple. Et si on revient également sur le processus démocratique même, je vous rappelle qu'il y a 20 millions, justement lorsqu'on va en fait dans rupture positive, un des éléments dont les membres de rupture positive peuvent témoigner, voilà, dont j'ai été le principal initiateur, j'ai effectivement dit, pour la postérité, pour l'avenir de ce pays, il faut qu'on revoie le système démocratique dans lequel on se trouve. Ça n'aide aucunement le pays. Ça ne peut pas renforcer le pays. Ce n'est que du folklore. Ce n'est que de l'hypocrisie. Ça n'aide pas du tout le pays. Moi, ça ne me fait pas honneur de dire qu'en 2020, mon président de la République a été élu par seulement 1 645 000 Burkinabés pendant que nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Et à ce chapitre-là, vous proposez que le vote soit obligatoire. J'arrive. Ce qui veut dire justement qu'il y a un problème au sein même du système qui ne permet pas une implication plus large de l'ensemble du peuple burkinabé. C'est vrai, nous travaillons avec le système d'échantillonnage, en essayant de voir est-ce que l'échantillonnage est suffisamment représentatif ou pas. Et même dans cette question, ça pose problème. Nous sommes tous des intellectuels. Lorsque vous menez l'étude et qu'on estime que l'échantillon n'est même pas représentatif, l'étude doit être balancée à la poubelle, ça ne vaut pas, le coup. Mais c'est ça votre rôle, vous, en tant que politique, qui venez devant voilà les populations. Voilà pourquoi je vous dis qu'au sein de rupture positive, il y a une campagne qui est faite. Un certain nombre de réformes. Je peux finir, il y a une campagne qui est faite avant les élections. Moi, je n'ai pas été complice de cela. Je l'ai dénoncé sur ce même plateau, l'organisation de ces élections. Et voici le résultat. Ça, je veux dire que ça, c'est la réalité de ce que la façon dont on fait notre politique aussi, ça n'intéresse plus les Burkinabés. La façon dont vous faites vos bagages de chiffonniers, ça ne les intéresse plus quand ils regardent. Pas vos bagages les propositions qui sont faites, ça n'intéresse plus la majeure partie des Burkinabés. C'est ce que ça veut dire. Soyons cohérents. Moi, je fais partie de la nouvelle génération des hommes politiques. Je vous dis que j'ai clairement dit depuis la sortie du FPR que le système dans lequel on se trouve est mauvais. Et je suis cohérent là-dessus. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, justement. Ceux qui continuent à enrichir ce système, qui l'encouragent, justement, c'est leur problème aujourd'hui. Si on veut estimer qu'il y a des politiciens en fait menteurs, mais c'est leur résultat. Ce n'est pas moi mon résultat, puisque je combats ce système. C'est aussi simple que cela. Je ne peux pas être comptable de quelque chose que je combats. Parce que ce système a été institué effectivement depuis Blaise Compaoré. Mais ce système aujourd'hui nous amène à un clientélisme électoral. Nous amène à des taux de participation extrêmement faibles. Nous amène à des achats des résultats d'élections. Mais soyons sérieux, je ne peux pas espérer cela. Moi, je ne suis pas dans une logique de politique où il faut gagner. Et comme solution, vous proposez que le vote devienne obligatoire. Oui, dans son caractère obligatoire, le mot peut choquer, mais dans son caractère obligatoire, il ne s'agit pas d'aller vers des contraintes. Il s'agit de mettre en place un mécanisme en place. Comment peut-on obliger sans contrainte finalement? Oui, on peut obliger sans contrainte par une grande sensibilisation. Mais naturellement, les méthodes répressives peuvent être étudiées de telle sorte à ce que, naturellement, ces méthodes ne soient pas mises en fait en exergue. Il ne s'agit pas aujourd'hui de fonctionner en fait en geôlier, de mettre la corde en fait au cou de qui que ce soit pour lui dire bon, écoute, tu es obligé de voter. Non, ce n'est pas cela. Oui, mais la sensibilisation, la formation de la masse, oui, ça c'est le rôle des partis politiques. Et mais on n'est pas encore dans ce système. Lorsque ce système viendra et que vous me poserez la question, je vous répondrai aussi simplement. On n'est pas dans ce système. Le système pour lequel nous sommes en train d'appliquer, ce système est combattu par ma personne et également par d'autres personnes.
qui n'est pas du tout bénéfique pour le Burkina. Mais c'est peut-être de l'hypocrisie de voir comment les élections sont organisées au Burkina. Moi, je vous demande, vous êtes des Burkinabés, il faut le reconnaître. On distribue de l'argent et les populations également ont l'impression que c'est devenu comme du business. Parce qu'un tel veut tel poste. Ah, bon, si tu veux le poste là, il faut nous donner quelque chose. Donc, pendant les élections, il faut donner des t-shirts aux gens, il faut acheter des sacs de riz, il faut donner ceci, cela. Il y a un système de contrepartie. Ceux qui ne travaillent pas à l'éveil des consciences, cet éveil des consciences est bénéfique de quoi? Ça permet naturellement aux Burkinabés individuels de pouvoir prendre conscience de son droit, de son devoir et de son pouvoir en démocratie. C'est extrêmement important. Alors, dans le contexte actuel, il y a ce que vous évoquez, c'est en même temps, ça crée aussi une instabilité politique. On a vu au cas malien où les soldats disaient que c'est ATT qui ne voulait pas donner les armes, c'est ATT qui ne voulait pas combattre. Aya Sanogo a fait le coup d'État pour, dit-il, prendre les armes et aller. La solution, la situation aussi, on la connaît, on a su comment est-ce que les choses se sont terminées. Alors, vous, en parlant en évoquant une telle situation, est-ce que vous avez également pensé aux conséquences éventuelles que cela pourrait advenir? Moi, je suis convaincu aujourd'hui. Est-ce que dans cette instabilité politique et insécuritaire, cette instabilité sécuritaire dans laquelle nous sommes, ajouter une instabilité politique, est-ce qu'on s'en sortira? Il n'y a pas d'instabilité politique parce que moi, je pense qu'au bout de 3 semaines maximum, cette question de leadership au sommet de l'État peut être réglée. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça. Est-ce que vous maîtrisez les probabilités qui prennent? C'est-à-dire que cela pourrait entraîner comme onde de choc. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit parce que c'est tout ça qui nous a conduit vers une passivité. Et si on reste toujours dans cette passivité, on ne va pas s'en sortir. Parce que nous sommes dans une situation où il ne faut plus se poser des questions. Le maître mot doit être la détermination et l'engagement. Les maîtres mots plutôt. 2. Détermination, engagement. Si vous vous retrouvez dans une situation, vous êtes obligé de sauver votre pays. Si tout le monde a conscience de cela et qu'il n'y a pas d'agenda cassé et que tout le monde veut vraiment en fait s'impliquer, avec un leadership fort, vous êtes obligé de trouver la solution. Si on coupe le salaire de quelqu'un, un travailleur, il est obligé. Donc ne vous asseyez pas pour lui demander le même jour, est-ce que tu es sûr que tu vas trouver du travail? Lui, il doit mettre quoi dans sa mentalité? Qu'il ne doit pas trouver du travail? Ou qu'il est obligé de trouver du travail. C'est aussi simple que cela. Nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de sortir. Avant cette déclaration aujourd'hui, où je demande la démission du chef de l'État, ma précédente déclaration était dans le sens d'attirer l'attention du peuple burkinabé, surtout au niveau des grandes villes de Ouaga et de Bobo, de la prise de conscience de la situation, en ne parlant même pas en fait des autorités de manière pointue. C'était pour dire que notre solidarité agissante n'y était pas réellement. Les maquis se remplissent toujours. On continue de vider les bouteilles de la Brakina ou de la Sobra. La bière coule à flot. Je ne dis pas au peuple burkinabé de ne pas consommer. Par moments, on va même dans des rugissances. Est-ce que ça ne participe pas de la résilience? De la résilience. Les festivités, le folklore. Et par moments, continuer à vivre malgré l'adversité. Oui, continuer à vivre, c'est la manière de vivre. On parle de la manière de vivre. Naturellement, il faut que les gens continuent. Tout le monde dit ça. Oui. Et tout le monde fait ça. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez? Oui, le principal problème, justement, c'est tout ça qui fait qu'il n'y a pas un leadership fort. Parce que je comprends. Quand on dit politique, pourquoi il y a des leaders? Ces leaders sont censés ouvrir la voie, éclairer le peuple et dire également à la grande masse ce qu'il faut faire. Mais si ce leadership aujourd'hui n'est pas en mesure d'orienter clairement le peuple et de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire en temps de conflit, vous voulez que le peuple fasse quoi? C'est tous ces problèmes-là qui nous disent aujourd'hui que le management au sommet de l'État n'est plus à mesure de conduire le peuple burkinabé. Ça pose un problème fondamental. Ma question sur la probabilité de l'instabilité politique avec d'autres conséquences liées à la question du terrorisme n'est pas encore répondue. Oui, je vous ramène pratiquement à la situation du Mali. C'est vous qui avez préparé l'exemple. Vous êtes reparti à la période en fait d'ATT. Mais il y a une période assez proche. Au lieu de remonter depuis en fait ATT. Il y a le président Keïta qui a été... Hein? Ibeka. Non, je précise, j'ai pris ATT parce que dès que ATT est parti, tout le monde a dit allons aux élections, on fait les élections, ça va se régler. ATT, ça n'a pas réglé. On a vu que ce n'est pas le coup d'État qui était beaucoup plus le problème et que ce n'est pas seulement la personne d'ATT. Puisque après, il y a eu combien de présidents jusqu'à Goïta actuellement? C'est pourquoi j'ai évoqué le cas du Mali. Comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison. Hein. Il faut comparer des situations semblables. Le coup d'État en fait d'ATT n'était pas lié au fait que le peuple dénonçait une certaine incapacité
ou une inaction de ATT. Ben oui. Non, je pense beaucoup plus. Il y avait ça. Non seulement il y avait ça, mais la situation du terrorisme n'avait pas atteint un tel niveau que le Mali vit en fait aujourd'hui, ou que le Burkina vit actuellement, au point d'aller dire en fait au président d'ATT. Mais cela y a contribué parce que la classe politique malienne a passé le temps à se bagarrer pour le pouvoir. Les militaires qui ont fait le coup d'État voulaient également conserver. Et la conséquence a permis que les groupes armés avancent. Je conviens. La plus grande reproche qui a été faite en fait au président ATT, voilà, c'est de n'avoir pas, d'avoir peut-être pacifié ou d'être allé trop loin dans la question en fait du dialogue en occultant la protection première des frontières en fait du Mali. Parce que c'est venu d'abord de la grande déstabilisation de la Libye. À partir de la grande déstabilisation de la Libye, vous avez vu en fait les groupes armés qui sont descendus en fait au Sahel. Moi, et l'histoire dit je connais bien les causes, le président ATT les causes du conflit malien, les a rencontrés. Les causes du conflit malien. Et les a même rassurés qu'ils pouvaient rester sur le sol en fait malien. Je parle des conséquences. Voici une des décisions qui a amené effectivement à remettre en cause quelque part le pouvoir en fait d'ATT. Ce n'était pas une grande question en fait de gouvernance telle que ce qu'on vit aujourd'hui. Je reviens en fait à Ibeka tel que le président du tribunal le dit. Par rapport en fait à Ibeka, la situation sécuritaire était bien, je ne vais pas dire à son paroxysme, mais à un point fondamental au niveau du Mali. Mais ça n'a pas empêché le peuple malien, en grande majorité, à descendre dans les rues, d'abord le peuple civil, pour demander la démission d'Ibeka pendant qu'il vivait en fait le problème. Mais s'il devait avoir cette crainte de l'inconnu tel que vous êtes en train de le mettre sur la table aujourd'hui, pour se dire après qu'est-ce qu'il faut faire, le président Ibeka était toujours en fait là aujourd'hui. Moi ce n'est pas la crainte de l'inconnu que j'ai. Oui. Moi c'est votre projection que j'interroge. Ce n'est pas que j'ai pas de lecture, j'ai pas vu le Mali, non. Moi c'est votre projection qui m'intéresse parce que c'est vous qui avez été à l'initiative d'un appel avec des schémas possibles à l'intérieur. Et donc, moi, je veux vous entendre sur l'ensemble de votre offre et de votre donne. C'est de ça qu'il s'agit. Les causes du conflit malien, comment est-ce qu'on est arrivé, c'est connu. Mais moi, je vous interroge sur votre offre et sur les différentes implications probables. C'est ce que moi, je pose la question. Monsieur Bougma, comme je vous l'ai dit tantôt, je vous le reconfirme, les propositions sont claires à notre niveau. Nous savons exactement à notre niveau, pour notre ressort, ce qu'il y a lieu de faire. Vous et qui? Ça, au moins, c'est clair. Quand je dis nous, non seulement je représente ma personne, je représente également un parti politique qui ne se résume pas à une seule personne. Avec le mouvement Positif 3R, le mouvement, dans la même tendance? Oui, en partie, mais ils ne sont pas directement comptables de la demande de démission, en partie. Mais ce qui a été écrit directement par le FPR, pas par le mouvement F3R. Même si en interne, souvent dans les débats, il y a peut-être en fait des positions convergentes. Nous savons exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ça ne suscite pas, ça ne suscite même d'aucun débat. Je veux rassurer le peuple burkinabé que je suis à 100% sur des propositions qui sont miennes et de ce qu'il y a lieu de déposer sur la table en tant que proposition. Mais aujourd'hui, sur votre émission, permettez à ce que je me réserve simplement en fait de cela, pas simplement une mesure en fait de respect. Alors le mouvement Rupture Positive 3, vous l'avez dit, se veut un contre-pouvoir et aussi une force de proposition. Sur le chapitre de la réconciliation nationale, qu'est-ce que vous proposez au regard de ce qu'on a comme nouvelles données et informations qui ont été données par le ministre en charge de cette question-là? Le premier élément d'abord, c'est qu'on puisse arrêter au niveau de la conduite de ce processus de réconciliation nationale, parce que ça même, ça peut créer, on peut avoir le revers de la médaille, ça peut créer d'autres problèmes. Qu'on puisse arrêter les processus d'exclusion. On ne peut pas vouloir aller à la réconciliation nationale en triant ceux qui doivent participer à ce processus de réconciliation nationale, voilà, comme un jeu de cartes. En triant simplement parce qu'on prédéfinit les résultats auxquels on doit parvenir. Ça, c'est déjà une grande erreur. Et si on veut aller à ce processus avec, je veux dire, une intention dont on peut remettre en cause en fait la sincérité, parce qu'on présage déjà des résultats à venir, ça peut poser en fait un problème. En impliquant en fait les uns et les autres, je pense qu'on peut parvenir à un processus concerté, un processus qui peut intéresser en tout cas la grande partie de ceux qui sont directement intéressés et aussi en fait du peuple burkinabé. Voilà, je pense que le juge ne souhaite pas que j'utilise ce mot, mais on est pratiquement obligé. D'accord. Docteur Aristide Ouedraogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président du Front patriotique pour le renouveau. Vous êtes également le
le troisième vice-président du mouvement Rupture Positive 3R, en tout cas un nouveau mouvement qui se donne pour ambition d'apporter sa contribution pour sauver le Burkina Faso. Vous l'avez dit, le pays est en péril et il faut justement un sursaut patriotique. Merci d'être passé. On a eu vos arguments en tout cas pour défendre et surtout vos ambitions pour le Burkina Faso. Merci messieurs les juges pour les clés de lecture. C'est la première convocation du jour. Nous allons y mettre un point final et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.